Bonjour à toutes et à tous. Entrez, installez-vous. Vous connaissez maintenant par cœur la devise des universités de la e-santé 2025. Et ce matin, je vous propose que l'on aborde un des points clés, qu'on parle d'équité. Équité des territoires, équité des établissements, équité des professionnels de santé et bien sûr, équité des citoyens. On en parle ici depuis près de 19 ans. Le numérique en santé est porteur de nombreuses promesses. Rapprocher les citoyens des soins, améliorer la coordination, offrir des services accessibles à tous, développer une médecine prédictive, préventive et participative. Mais ces promesses sont peut-être un peu lourdes pour les seules épaules du numérique. Et elles se heurtent parfois à une autre réalité. De nouvelles fractures numériques, des inégalités territoriales et souvent des complexités d'usage. Alors, le numérique en santé est-il un levier d'équité ou bien un facteur de nouvelles inégalités? Si la question est simple, elle attend des réponses forcément complexes. Et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Lab. Vous êtes responsable du pôle e-santé à l'Agence régionale de santé Occitanie. Docteur Marie-Noëlle Cuffy, vous êtes médecin gériatre, président de la commission médicale d'établissement du CHIC de Castres-Mazamet, responsable de la filière de soins gériatriques du Tarn et médecin expert auprès de la protection juridique. Professeur David Geneviève, vous êtes généticien clinicien au CHU de Montpellier, responsable d'un centre de référence de la plateforme Maladies rares Montpellier-Nîmes. Vous êtes président de Maladies rares Occitanie, cofondateur de la Société française de médecine prédictive et personnalisée et responsable d'une équipe de recherche en génétique à l'INSERM. Docteur Jérôme Garcia, vous êtes médecin urgentiste au CHIC de Castres-Mazamet, vous êtes adjoint au maire de la ville de Revel, vice-président d'intercommunalité en charge de la santé, de l'enfance et de la petite enfance, et en charge du contrat local de santé signé avec l'ARS. Guillaume de Duras, vous êtes diplômé en droit et sciences politiques. Après une carrière dans l'industrie pharmaceutique, vous êtes consultant en affaires publiques en santé. Vous avez fondé les universités des déserts médicaux et numériques et vous êtes membre de la cellule éthique du numérique en santé du ministère de la Santé. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Et Marie-Christine, je vous propose de lancer le débat en parlant de politique publique. L'équité n'est pas une question qui vient du développement du numérique en santé. Elle est au cœur des politiques de santé publique et elle n'est pas liée au développement du numérique. Comment cette question-là est prise en charge dans le plan régional de santé qui est porté par l'Agence régionale de santé Occitanie? Est-ce que vous pouvez nous partager ça? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, commencer en disant qu'aujourd'hui, le numérique en santé n'est plus une option dans notre système de santé, puisque sur les 15 dernières années, il est devenu un levier extrêmement structurant qui vient impacter à la fois nos organisations, à la fois nos pratiques, mais aussi la relation entre les relations soignants-soignés. Et le dire aussi d'emblée, à l'ARS, on ne considère pas que le numérique en santé, c'est une fin en soi, mais qu'il prend tout son sens quand on le place au service de la politique de santé, au service des professionnels et au service des patients. Alors, je vais prendre tout de suite un exemple. Alors, ça fait une bonne transition avec la table ronde précédente où ce sujet a été beaucoup abordé. C'est celui de la téléconsultation qui est devenu le symbole sur les dernières années de ce que le numérique peut aborder. Alors, le numérique, quand on le prend comme un outil associé à une organisation, bien évidemment, donc de ce que le numérique peut aborder comme un outil qui permet de rendre le soin plus accessible quand à la fois la distance, la mobilité ou le manque de médecins constituent un obstacle. Donc,
Dans ces cas-là, et c'est ce que montre la téléconsultation, le numérique peut être réellement un levier d'équité pour l'accès et pour la coordination des soins. Mais pour ça, il faut réellement qu'il soit encadré. Alors ce cadre aujourd'hui, il est clair. C'est à la fois la feuille de route nationale du numérique en santé qui vient se décliner dans chacune de nos régions dans les projets régionaux de santé. Et en Occitanie, les objectifs ils sont aussi clairs dans le projet régional de santé. Pour le numérique, c'est de positionner le numérique au service des engagements de cette politique de santé. Il y en a 6. Et ces 6 engagements, c'est à la fois de renforcer la prévention, c'est de rendre chacun et de permettre à chacun d'être acteur de sa santé, c'est d'améliorer l'accès aux soins, c'est de faciliter la coordination, c'est d'améliorer ou de renforcer la qualité et la sécurité des soins. Et puis, il y a un dernier engagement qui est d'améliorer l'attractivité des métiers. Et derrière cette question, on voit aussi la question de la différence entre l'égalité et l'équité. On a eu l'occasion d'en parler ensemble. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et pour ça, il y a certainement des publics qui nécessitent plus d'efforts que d'autres. Alors effectivement, l'égalité, c'est agir de la même façon pour tout le monde, sans prendre en compte la situation de la personne. L'équité, c'est venir proposer aux personnes des mesures adaptées en fonction de leur situation. Alors on sait que en termes de numérique en santé, et c'est tous les défis que l'on a pour que les promesses que j'ai données en termes d'engagement de la politique de santé prennent tout leur sens, on sait qu'on a plusieurs défis à venir relever sur les prochaines années. Ces défis, donc il y en a plusieurs, on a des défis côté usager. Côté usager, le défi, c'est de venir favoriser l'appropriation du numérique en santé, et notamment autour de 2 éléments principaux que sont mon espace santé et puis aujourd'hui la télésurveillance médicale. On a un deuxième défi qui est côté accès aux soins, et notamment pour permettre un développement de la télésanté. Aujourd'hui, cette pratique, elle est encore jugée extrêmement contraignante et on le voit, elle reste relativement limitée. Les téléconsultations en Occitanie, c'est à peu près 5% du volume total des consultations. Donc ça, c'est le deuxième objectif, qui est de venir mettre en œuvre des mesures qui permettent le développement d'une télésanté, notamment dans des territoires qui sont fragiles en termes d'accès à la santé, de densité médicale, mais aussi pour des publics qui sont des publics prioritaires, des publics vulnérables. Donc ça, c'est le deuxième défi que l'on a. Un troisième défi qui est côté professionnel de santé, pour que le numérique devienne réellement un levier au service de la coordination et pas une contrainte. Aujourd'hui, c'est encore souvent vécu comme une contrainte. Donc c'est ce troisième défi pour aller vers des services numériques qui soient à la fois plus interopérables, qui soient utiles au quotidien des professionnels et faciles à utiliser. Et puis on a un dernier défi qui est un défi autour de la sécurité. Donc la sécurisation de notre système de santé, qui nous permettent à la fois de protéger les données de santé et de l'ensemble des citoyens, mais aussi de venir anticiper des crises, et puis surtout de restaurer la confiance, parce qu'on sait que c'est de la confiance que naissent les usages. Donc peut-être juste pour terminer, c'est de dire que j'ai commencé par prendre l'exemple de la téléconsultation. Cet exemple-là, il reflète bien, à mon sens, ce que peut permettre le numérique, c'est-à-dire un levier pour plus d'équité dans de l'accès aux soins, mais ça peut aussi créer des inégalités. Alors on va avoir l'occasion d'en discuter. Par rapport à ces inégalités, c'est là que l'ARS notamment, et au-delà de l'ensemble du pouvoir public, ont un rôle essentiel. C'est celui de venir à la fois orienter, accompagner, mais aussi réguler
le développement de l'innovation et du numérique en santé en fonction de valeurs qui sont des valeurs collectives, mais aussi de priorités de santé publique, et puis également d'une vision partagée d'un accès aux soins. Donc c'est tout ça notre rôle pour que le numérique et l'innovation viennent réellement servir le modèle solidaire de notre système de santé et qui ne soit pas uniquement orienté par des logiques de marché. Merci beaucoup. On parlait des inégalités. Docteur Garcia, je m'adresse à la fois aux médecins et puis à l'élu. Donc vous devez parfaitement bien connaître votre territoire. On parle d'inégalités. Sans parler tout de suite de numérique, quelle est la réalité des difficultés et des inégalités d'accès aux soins, d'accès au diagnostic, d'accès au suivi sur votre territoire? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, sur mon territoire, je peux en parler. Je suis le témoin que les instances font l'effort de les réduire. Et bon, j'ai signé un contrat local de santé avec l'ARS, donc je comprends leur langage et je parle parfaitement l'ARS et je peux témoigner de la volonté de réduire les inégalités sur les territoires et de cette forte volonté. Après, il est évident que certaines parties des territoires n'ont pas le même accès aux soins que d'autres et que là, secondairement, par contre, on se heurte à la réalité pratico-pratique de comment installer des dispositifs sur des zones parfaitement identifiées. Je veux dire, dans l'esprit, je crois que tout le monde est là pour réduire les inégalités. Dans la réalité, on se heurte à des difficultés, et notamment au-delà du numérique. Par exemple, pour moi, il y a une grande difficulté, c'est le transport. Le transport sanitaire, à la fois pour amener les gens vers les services appropriés, et puis là je parle en tant qu'hospitalier urgentiste, pour ramener les personnes dans leur structure de vie, notamment dans les EHPAD, et notamment la nuit. Et ça, je lance un appel, j'en profite pour lancer un appel à l'ARS. On a un énorme problème d'inégalité qui est lié non seulement au territoire, mais qui est lié aussi aux situations des personnes de fragilité, et voilà, qui pose aussi le questionnement éthique de la qualité des soins, quoi. Oui, on revient sur cette question d'équité et la nécessité de l'effort maximal vers les personnes les plus fragiles. Et quels sont les freins pour vous sur la partie... Parce que le numérique, on en attend beaucoup pour répondre à ces questions-là. Évidemment, il ne pourra pas être le seul à répondre à ça. C'est d'abord des questions d'organisation. Mais quels sont les freins pour vous pour que certaines de ces solutions qui ont montré des efficacités, certainement, on parlait de la téléconsultation, de la télésanté, il y en a d'autres, qu'est-ce qui peut freiner aujourd'hui le fait qu'elles soient l'usage réel sur le terrain? Alors, les freins, je pense que paradoxalement, ce sont peut-être l'appropriation, enfin, ce sont peut-être les soignants en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut créer des outils qui correspondent aux réels besoins des soignants pour que les soignants se l'approprient. Si je prends un exemple du dispositif RI2S, qui est l'expérimentation d'un tiers-lieu en e-santé, c'est-à-dire c'est un dispositif expérimental qui pendant 2 ans va tester des dispositifs à domicile pour dépister précocement la fragilité, qui est donc d'ailleurs lié fortement à l'école d'ingénieurs qui teste ça. Moi, je me suis battu pour que notre territoire soit éligible et qu'on puisse mettre en place ce dispositif sur mon territoire, parce que ça s'arrêtait au Tarn, et nous, on est Tarn et Haute-Garonne, donc j'ai réussi à le faire pousser dans la Haute-Garonne. Je n'ai eu aucune difficulté à convaincre les politiques, les élus, et les acteurs qui le mettent en place, qu'il fallait l'étendre jusqu'à notre territoire. Par contre, j'ai eu un petit peu de difficulté à convaincre les soignants, via la CPTS, qu'il était intéressant d'avoir ce dispositif sur notre territoire. J'ai eu beaucoup plus d'écoute de la part des élus qui sont attentifs à leur population qu'aux soignants qui se demandent qu'est-ce que va être encore un nouveau dispositif sur notre territoire et à quoi il va servir. Donc je pense que le frein, c'est d'arriver à créer des outils qui soient simples d'utilisation, très efficaces rapidement et compris par les soignants,
en venant de leurs besoins. Donc je lance un appel là aussi aux ingénieurs, il faut aller écouter les soignants pour savoir ce dont ils ont réellement besoin. Et si on passait par des outils très efficaces, très vite, très simples à utiliser, je pense qu'on aurait beaucoup moins de freins de leur part pour utiliser les nouveaux dispositifs. Et on retombe sur le mot que disait Marie-Christine Lab tout à l'heure de numérique de contrainte et comment on fait pour que ce soit un numérique de service et simple à utiliser. Alors, ça me fait une belle transition pour poursuivre la partie diagnostic. Guillaume de Duras, vous avez créé, il y a presque 10 ans, l'Université des déserts médicaux et déserts numériques. Et j'avoue très humblement que je ne la connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter, en 2017, je crois, c'était 2017, quel était l'objectif de cette création? Est-ce que vous en attendiez? Alors, ce n'est pas mais c'est nous, parce que nous sommes plusieurs, et il y a des éminents représentants ici. C'est, comme vous avez présenté, je vois le professeur, docteur, vous avez dit que j'avais fait du droit, mais en fait, ma qualité première, c'est patient. Et en fait, ça ne se dit pas comme ça si on n'est pas patient expert, mais on est beaucoup à être patient. On travaillait tous dans la santé et on était passionnés par le développement du numérique. Et on s'est aperçu, notamment dans les territoires, qu'il y avait quand même encore pas mal de zones blanches et de zones grises. Ça, c'était il y a 10 ans. Et que tout ce qui était développement de ces applications qui commençaient à arriver, dont on portait, il y en avait beaucoup, hein, c'était vraiment plein d'espoir, et qu'on s'est dit que la télésanté, la e-santé pouvait aider effectivement à les fractures, ou déjà parler de pallier cette désertification médicale dont on parlait déjà pas mal, mais c'était pas assez encore, c'est pas encore aussi prégnant que maintenant. Et puis on s'est aperçu que finalement, eh bien, la couverture numérique et la couverture correspondait, le problème des zones blanches et des zones grises correspondait grosso modo, en superposant les cartes, à des zones auxquelles il n'y avait pas de médecin, et que finalement tout ce qui était téléconsultation, télésurveillance allait bloquer parce qu'il y avait un problème qui est un problème jusque-là technique. Et 10 ans après, on est dans quelle situation? Est-ce que le diagnostic est le même? Est-ce que l'outil conserve son importance? Comment vous voyez l'évolution du territoire 10 ans après? Alors 10 ans après, ce qui a changé, c'est le problème est le même, et ce qui a changé, c'est qu'il y a encore des zones blanches et des zones grises. Vous avez un rapport le dernier rapport de l'ARCEP qui prouve qu'il y a encore un problème d'accès en termes de haut débit, parce qu'en plus, toutes les applications demandent un certain rapidité et volume. Enfin, je ne parle pas dans les hôpitaux, vous êtes habitués sur la 5G, mais sur un certain nombre il faut quand même un certain débit pour fonctionner. Tout le monde n'a pas accès à la fibre. Ça, c'est la partie, je dirais, technique. Et puis, le problème, c'est que les déserts médicaux sont devenus un sujet beaucoup plus important qu'ils n'étaient. Il faut lire, j'ai des élus à côté de moi, quand vous lisez la presse quotidienne régionale, c'est tous les jours. La Dépêche, tous les jours, le Sud-Ouest, tous les jours, l'Ouest France, qui parle des déserts médicaux. Quand on prend la route pour venir ici, sur les ronds-points, vous avez la Creuse, recherche médecin. Donc le problème est très important. Il nous a largement dépassé, parce qu'on n'est plus sur simplement le numérique, pas du numérique. Et il y a des nouvelles difficultés qui sont non pas des inégalités territoriale en tant que telle, parce qu'on a compris que les déserts médicaux n'étaient pas forcément au fin fond de la Creuse, mais ils pouvaient être aussi dans les banlieues, dans les prisons, dans des endroits de ville. Il y a des inégalités sociales aussi, et il y a des nouvelles difficultés qui sont apparues, dont on avait peut-être moins conscience il y a 10 ans, l'électronisme, les problèmes de littératie en santé, et que ceux qui commencent à avoir accès à certains outils ne savent pas vraiment l'utiliser, ou n'ont pas des connaissances, ne serait-ce pour maîtriser des termes médicaux. Et voilà. Donc il y a des groupes de travail qui ont été mis en place au ministère. C'est comme ça que j'ai intégré des groupes de travail sur le numérique, et qu'on l'a fait à plusieurs. Mais c'était se rendre compte qu'il y a des fractures, et que nous sommes absolument convaincus que le numérique est un atout. Il faut y aller, on ne va pas repousser encore, prendre du retard sur ce genre de choses, mais il faut accompagner les populations qui sont très diverses. Il n'y a pas que les seniors, il y a aussi des jeunes. Voilà, oui, j'allais rebondir là-dessus. Il y a une idée à déconstruire, c'est que la fracture numérique et l'électronisme toucheraient uniquement les seniors. C'est faux. Aujourd'hui, la fracture numérique, elle touche un large spectre de la population. Le défendeur des droits a rendu un rapport il y a quelques jours qui parlait de la difficulté d'accès des Français aux services publics qui sont majoritairement dématérialisés.
on ne parle pas simplement de la santé, parce que dans son rapport, elle parle plutôt de l'accès. La santé, ça va être la CAF et la CPM. Voilà, mais après, c'est tout le reste, c'est les cartes grises, c'est un certain nombre de choses. Et en fait, effectivement, les jeunes ont du mal. Et en plus, dans la population, je dirais une tranche qui est de 30-55 ans, vous avez des gens qui n'apparaissaient pas avant, qui sont des gens qui sont diplômés, et plutôt bien diplômés. Mais faites une démarche, c'est assez compliqué parfois. Voilà. Alors, quand vous êtes dans un terrain difficile et qu'on vous demande de vous connecter à mon espace santé, parce que j'aime beaucoup mon espace santé, mais qu'on vous demande de vérifier dans les 4 minutes le mail avec le mot de passe qui arrive, vous êtes pas sûr, donc vous avez des gros doigts. Ensuite, vous avez un réseau qui est moyen. Et donc, voilà, que c'est les doubles authentifications. Enfin bon, on ne fait pas des choses non plus très faciles. C'est peut-être plus simple, je ne l'ai jamais fait, de commander un truc sur Shine, que, pour rester à la mode, que de se connecter, vérifier son dossier patient quelque part. Mais... Docteur Cuffy, vous êtes président de CME d'un établissement de taille moyenne, ça n'a rien de péjoratif. Vous êtes un soutien pour le premier recours sur le territoire, mais vous êtes aussi en attente de soutien et d'expertise, et vous n'avez pas les mêmes moyens que les CHU. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette position un peu particulière de soutien auprès du premier recours et également d'attente auprès des grosses structures de la région? Tout à fait. Donc, nous sommes un établissement de taille moyenne, établissement support d'un GHT en alternance avec l'hôpital d'Albi. Juste pour donner un peu l'importance, c'est un bassin de population de 230 000 habitants, c'est 200 médecins, 2000 salariés à la louche, hein, pour donner un peu une idée de l'importance de l'établissement. Et effectivement, nous sommes au carrefour dans la gradation des soins. On est ce qu'on appelle dans du deuxième recours, c'est-à-dire qu'on est requis pour le premier recours, la médecine ambulatoire, la ville, et nous sommes également requérants pour des avis spécialisés, pour des centres de recherche, pour des centres de ressources universitaires. Donc on a ces deux aspects. Et on doit effectivement donner une architecture qui permette de répondre d'une part aux demandes des patients, usagers, professionnels du premier recours. Et donc nous devons nous organiser pour donner cette nouvelle offre de manière coordonnée. Et nous devons également nous organiser avec le CHU pour que ces avis spécialisés, qu'ils soient en télémédecine, en télésurveillance, en avis d'experts, nous devons aussi nous organiser avec le centre universitaire pour que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de perte de chance et que nos patients aient accès à ces avis de pointe. Merci. Et pour revenir sur... j'aimerais vous interroger sur votre deuxième casquette de médecin expert à la protection juridique. Ce rôle-là, il vous donne un regard forcément particulier sur les exclusions qui sont liées au tout numérique. On en parlait avec Guillaume de Duras tout à l'heure. On est très loin de concentrer ça uniquement sur les personnes âgées. Quelle est votre vision que le tout numérique d'une population qui serait mise de côté ? Alors c'est vrai que la dématérialisation quasiment complète de toutes les démarches, alors bien au-delà d'ailleurs de la santé, conduit certaines personnes à venir demander de l'assistance pour effectuer les actes de la vie courante, notamment les actes de gestion. Parce que les mêmes personnes qui, il y a quelque temps, auraient pu gérer leur budget courant, faire leurs démarches assez simplement, eh bien, de ce fait-là, sont en grande difficulté et viennent demander, soit spontanément, soit avec l'aide d'un proche, une mesure de protection, d'assistance. Oui. Merci. Professeur Geneviève, on a parlé de la chaîne premier recours, deuxième recours. Vous êtes en bout de chaîne, on va dire ça comme ça, au troisième recours avec une expertise de pointe. Vous êtes expert en génétique et sur les maladies rares. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la spécificité des enjeux de santé publique qui se cachent derrière ces maladies rares j'aime beaucoup le slogan que vous utilisez, les maladies rares ne sont pas rares, puisqu'elles touchent 5% de la population. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux de santé qui
qui sont derrière, qui sont liés à ces maladies, et aussi nous expliquer ce que c'est qu'un centre de référence et de compétences. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci pour la discussion. Maladie rare, c'est un mauvais terme parce que dès qu'on dit ça, en général, on se dit bon, c'est rare, j'en verrai jamais, et donc laissons tomber. Et en réalité, ce qu'on veut utiliser derrière ce terme, c'est cette notion de stratification de la cause des difficultés d'une personne. Je vais donner un exemple, c'est quelque chose qu'on cherche à faire depuis très longtemps en santé. Quand quelqu'un a un syndrome grippal, on a besoin de savoir ce qui se cache derrière ce syndrome grippal. Est-ce que c'est un virus, une bactérie? Et donc on va stratifier. On va utiliser des outils pour stratifier qui sont par exemple l'antibiogramme ou un examen génétique. Une simple, tout le monde s'est fait un peu trifouiller les trous de nez et derrière on a fait un examen génétique pour déterminer quel était le type de virus et donc on a besoin de stratifier. Donc maladie rare, c'est juste la poursuite de la stratification, pas pour les problèmes viraux, mais pour quasiment tous les autres problèmes médicaux. Je vais donner un autre exemple. Je suis essoufflé, c'est pas le poumon, c'est le cœur. En fait, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, c'est une personne sur 500. On ne doit surtout pas s'arrêter là. Parce que c'est pas un diagnostic, c'est juste, on a affiné la porte d'entrée clinique, on doit savoir si cette cardiomyopathie hypertrophique, c'est une maladie rare et donc une maladie génétique, on va faire un raccourci, et une fois sur deux, c'est une maladie génétique. Et derrière cette maladie génétique, certaines seront prises en charge avec tel ou tel médicament, et certaines seront associées à d'autres symptômes cliniques qui peuvent être par exemple une insuffisance rénale chronique. Elles vont être familiales, héréditaires, et donc ce qui se cache derrière l'enjeu de la maladie rare, c'est de se dire on doit impérativement stratifier pour pouvoir prendre en charge la personne dans sa globalité, de tous ses symptômes, soit des gens présents, soit ceux qui vont arriver plus tard. Et puis derrière, il faut dépister les apparentés. Et on sait que quand on a une cardiomyopathie hypertrophique, il faut faire des échographies aux apparentés. Mais là, avec l'examen génétique, on va d'un coup dire c'est cette branche-là qu'il faut surveiller et pas l'autre. Et l'autre, on la laisse tranquille, elle est comme tout le monde. La grosse difficulté, c'est comment arrive-t-on au bon guichet entre le moment où on s'est dit, quand on se l'est dit, et si c'était une maladie rare, et puis de se dire, arrivons. Donc déjà, se dire, et si c'était une maladie rare, c'est quasiment jamais, et c'est pas de la faute du premier recours ou du deuxième recours, c'est juste, c'est tellement récent. On a télescopé en fait des tas de connaissances toutes nouvelles, des outils de génétique nouveaux qui font qu'avant la génétique, c'était de la science, c'était pour rigoler. Maintenant, la génétique, c'est du médical. La France a mis en place depuis 10 ans un plan de séquençage de génome des personnes. On peut séquencer l'intégralité de l'ADN d'une personne pour essayer de trouver la cause génétique et donc stratifier. Et cette stratification, on n'est pas du tout à la fin. On est au début de la question qu'on se pose. On en parlait il y a 30 secondes, enfin un petit peu plus. Il y a eu un article scientifique dans un très grand journal qui... des personnes sont intéressées à la sclérose en plaques. Pour beaucoup, c'est multifactoriel. Aux maladies inflammatoires chroniques intestinales, pour beaucoup, ça n'a rien à voir avec la génétique. Eh bien, non. Rien qu'en se basant sur les données de nos collègues anglo-saxons, les Anglais qui ont beaucoup fait d'examens génétiques et qui ont des dossiers électroniques patients, d'ailleurs qui est unique sur toute la France, qui est probablement quelque chose de très bien. Ils ont connecté tout ça et en regardant dans les datas, ils se sont rendus compte que 2,5% à 5%, c'est-à-dire une personne sur 40 à une personne sur 20, avec une sclérose en plaques ou une Mickey ou une dermatite atopique, a en réalité une maladie rare. Et dedans, on va identifier, par exemple, une maladie qui va donner, pour laquelle il y a un traitement. Donc on passe d'une sclérose en plaques qu'on traite d'une certaine façon à une autre maladie qu'on va traiter différemment, et là c'est le bon traitement. On n'a pas les effets secondaires du reste. Alors, si on doit pas, on a les exemples, on va prendre une macro. Maladie rare, c'est une personne sur 20 en population générale, si on les met toutes ensemble, c'est un malade sur 10. Et les personnes, entre le premier symptôme et le diagnostic de précision, donc c'est une enquête européenne, 10 500 personnes ont répondu, c'est que des malades, des personnes malades qui ont répondu, c'est en moyenne, entre les premiers symptômes et le diagnostic de précision, 4,5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 4,5 ans? Il s'est passé que 6 fois sur 10, il y a un faux diagnostic. Donc 6 fois sur 10, on fait des examens qu'il ne faut pas, qui coûtent cher. On donne des traitements qui n'ont que les effets secondaires et pas les effets bénéfiques. Et puis, on peut rencontrer jusqu'à 8 professionnels de santé. C'est une personne sur 4. C'est-à-dire, finalement, un malade sur 40 qui va rencontrer 8 professionnels de santé avant d'arriver au bon guichet. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? 6 fois sur 10, on va dire, c'est dans la tête.
Parce que comme on n'arrive pas à comprendre, c'est dans la tête. Et ce qui est assez terrible, c'est que c'est bien plus fréquemment appliqué, cette solution, c'est dans la tête, si on est une femme. Si on est une femme, le temps d'errance diagnostique, c'est 5,8 ans versus un homme 3,8 ans. Donc on parle d'inégalité, de choses comme ça. Il y a typiquement une inégalité absolument majeure homme-femme sur on va dire la quantité de temps qu'on va passer à essayer de décrypter les choses. Alors le constat il est terrible, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sortir de tout ça? Il faut savoir repérer, c'est pas simple, se dire et si c'était une maladie rare. Il faut savoir adresser, mais ça, si je ne dis pas de bêtises, ça sera à la table ronde de cet après-midi, je tease un peu. Mais voilà, pour briefer comment on fait. Et où sont ces centres experts? Pour finir de parler du troisième recours, ils sont dans les CHU. Donc comment on fait quand je suis à 200 km d'un CHU pour pouvoir avoir accès, en passant par toutes les strates de premier, deuxième, troisième recours, pour arriver au bon guichet? Parce qu'en plus, CHU, on n'arrive pas au CHU en se disant « Allez, ça y est, j'ai une maladie rare, où est-ce que je vais ?» Il faut pouvoir bien adresser. Il y a des outils numériques qui peuvent être éventuellement développés entre la téléexpertise, la téléconsultation pour pouvoir avancer, mais dans ce désordre de ces 8000 maladies rares différentes qui touchent tous les organes, le cerveau, le cœur, le rein. On estime aujourd'hui qu'un tiers des insuffisances rénales chroniques sont en fait des maladies rares dans l'état actuel de nos connaissances, qui sont très faibles. On a 20 000 gènes, il y en a 5 000 dont on connaît la fonction, et les gènes, c'est 1% de l'ADN. Donc l'état de notre connaissance, c'est 0,25% de l'ADN. Donc c'est des connaissances qui vont exploser, qui explosent. 4 à 5 nouvelles maladies rares ou maladies génétiques identifiées par semaine. Et donc ça veut dire qu'il faut impérativement revoir en permanence nos diagnostics si on les considère comme n'étant pas performants, si on n'est pas allé jusqu'au bout. Autisme, c'est pas une maladie. Autisme, c'est un ensemble de symptômes. Il faut stratifier parce que sinon, on va penser que l'autisme, on va le traiter d'une seule et unique façon, ce qui est complètement illusoire. On ne peut pas traiter 1,5% de la population avec une molécule. Vous nous avez parlé de cette errance diagnostique. C'est une perte de qualité de vie pour des patients, c'est une perte de chance. On voit bien que les enjeux derrière, c'est un premier recours. Cette masse-là, cette forêt que représentent les maladies rares, c'est une difficulté supplémentaire pour le premier recours. Comment on s'oriente là-dedans ? Qu'est-ce qui nous fait penser à un moment qu'il faut contacter le centre expert ? Peut-être vous pouvez nous parler d'un projet régional en cours sur le sujet des maladies rares et avec le soutien de l'ARS pour essayer de faire ce lien entre et de déclencher des réflexes entre le premier recours et les centres experts. Oui, donc c'est un constat quand même qui est ancien. Ça fait 20 ans qu'on parle de maladies rares, 20 ans qu'on n'arrive pas à lutter contre cette errance diagnostique. Et en région Occitanie, on s'est dit, soyons fous, faisons une expérimentation. Alors bien évidemment, c'est avec tous les acteurs qui sont impliqués, dont l'URPS Médecins Occitanie. Donc ça, c'est quand même aussi, on est très content que le premier recours soit demandeur et nous suive. Et l'idée, c'est d'essayer de donner, et c'est pas facile, des clés de repérage, et si c'était une maladie rare, et de se dire, est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est précoce? Est-ce que j'ai une association bizarre de symptômes? Est-ce que mon symptôme est quand même très intense? C'est quand même très, très bizarre. Et par contre, il faut un peu détricoter quelques connaissances, on va dire, du XXe siècle. Quand on dit que j'ai un lupus, une polyarthrite rhumatoïde et une Mickey, on va dire que c'est 3 maladies différentes. Peut-être que c'est qu'une seule maladie qui s'exprime différemment. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais si je dis que le cancer du sein d'Angelina Jolie, BRCA1, il peut aussi donner la prostate, le pancréas, du poumon si on fume, et que c'est le même médicament qui traite tout ça, là, ça apparaît plus simple. Donc il faut vraiment avancer là-dessus. Donc repérer. Et si c'était une maladie rare, et puis après, il faut adresser. Et là, effectivement, c'est le désordre le plus total. Pourquoi adresser où? On sait que c'est dans un CHU, mais si je prends celui que je connais bien, qui est le CHU de Montpellier, on a 80 centres experts maladies rares différents qui ont été identifiés, labellisés par l'État français, mais auxquels j'adresse. Donc il faut qu'on ait un outil numérique avec une interface simplifiée pour que le premier recours puisse utiliser, en se disant, et si c'était une maladie rare, donc le former, à repérer dans les items qu'on a vus, et après utiliser un outil de téléexpertise qui lui trie à l'intérieur des 80 centres experts maladies rares les 2-3 à la fin et qui puisse choisir dans les 2-3. Je vais prendre à nouveau cardiomyopathie hypertrophique. Si on met un bonhomme avec un cœur
et que sur ce cœur, on clique et qu'on a les 3 centres experts qui ont des problèmes de cœur, qui sont cardiopathie hypertrophique, troubles du rythme cardiaque, malformation cardiaque, qui sont à l'intérieur plein de maladies génétiques. Ben là, on suffit de cliquer sur cardiopathie hypertrophique, on est directement avec le médecin expert de ce centre qui va dire on est au bon guichet, on n'est pas au bon guichet. Si on est au bon guichet, avant de voir cette personne, est-il possible de faire tel ou tel ou tel examen? Ça évitera de faire du ping-pong, centre expert, premier recours, centre expert, premier recours, centre expert, et de pouvoir préparer en fait sereinement une consultation. La bonne nouvelle, c'est que ce projet, il est sur les rails et il va se déployer sur l'ensemble de la région. Docteur Cuffy, le CHIC de Castres semble très engagé sur la transformation numérique, avec un triplé qui fonctionne bien, entre une présidente de CME, un DSI et un DG qui ont cette sensibilité-là. Est-ce que vous diriez que la promesse est tenue? Où est-ce qu'on en est du déploiement des usages? Et est-ce qu'entre la disponibilité des solutions et les usages au quotidien, on y est? Ou est-ce qu'il y a encore une longue route? Alors la promesse, elle n'est pas tenue. Ça serait présomptueux de dire ça. Elle n'est pas tenue, mais je pense que le chemin est emprunté. Elle n'est pas tenue parce que l'utilisation, l'appropriation du numérique est très hétérogène en fonction des équipes, des disciplines, des histoires de l'hôpital, de l'ancrage avec le troisième recours, de la recherche, des relations ville-hôpital. Enfin, dans un établissement de santé que j'ai décrit brièvement tout à l'heure, c'est très hétérogène encore, avec des équipes un peu à la pointe et d'autres qui ont du mal à embarquer, le numérique. Donc, la promesse, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle est tenue, mais la promesse de s'y engager, de le développer, de s'emparer de cet outil puissant de coordination, ville-hôpital, ville-premier recours, usager, mais là c'est aussi tout un débat parce qu'on est dans un territoire vieillissant, un indice de vieillissement de 1,25. Ce qui nous a conduit vieillissant, rural, avec des zones de désert médical presque constantes, qu'on a encore du mal à sortir de l'ornière. Donc, ça nous a conduit à déposer ce projet de tiers-lieu RI2S pour voir si le numérique, effectivement, peut améliorer l'accès aux soins, l'accès aux mesures de prévention, faire de la prévention de la dépendance pour ce profil de patients âgés, fragiles. Mais la question des usagers est aussi un sujet. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut embarquer tout le monde. Alors, bien sûr, les soignants, mais aussi les usagers. Et les premières expérimentations que nous menons avec RI2S montrent que embarquer les usagers, si je peux m'exprimer ainsi, ce n'est pas si facile que ça. Âgés quand ça les concerne directement, mais également les aidants, qui sont parfois la génération d'en dessous, donc moins âgés, dont on pourrait se dire que finalement le numérique s'est banalisé, eh bien pas tant que ça. Donc la promesse, je pense qu'on est sur le bon chemin, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Merci. Continuons un peu sur le déploiement des usages. Docteur Garcia, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour que les professionnels de santé s'emparent de ces solutions? Est-ce que c'est une dimension politique? Est-ce que c'est une dimension de formation, de conception des solutions? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ces usages augmentent? Je dirais que oui, il me semble que les élus doivent être dans la mentalité d'être au soutien des soignants. Alors ça paraît peut-être un peu basique, mais je crois que toutes les actions politiques doivent être là, enfin, en matière de santé, pour soutenir les soignants, leur faciliter la tâche et les libérer de toutes les contraintes administratives, financières, de développement pratico-pratique sur les territoires, pour
leur donner des solutions qui libèrent du temps de relations humaines. Voilà, donc l'objectif c'est ça, et donc c'est finalement les élus de terrain n'avaient pas jusqu'à il y a quelques années leur place dans le développement des solutions de santé, c'était dédié à l'agence, mais je crois qu'aujourd'hui on doit être en tant qu'élu de terrain au soutien quotidien pour mettre en place les solutions qui permettent aux soignants de ne pas avoir à faire toutes ces démarches administratives qui sont lourdes, évidemment, et qui sont nécessaires, bien sûr, pour que les choses soient sécurisées, soient éthiques, soient efficientes. Voilà. Moi, je pense que la solution elle passe par les élus de terrain, c'est peut-être parce que j'en suis un aujourd'hui. Et aussi, je crois qu'il y a un problème à régler en amont, c'est que pour que les soignants aient confiance dans les dispositifs, je pense qu'on a peut-être un petit passif avec les soignants qui est que on a mis, peut-être dans les 15 dernières années, jusqu'à il y a 5 ans en tout cas, des outils qui étaient plus des outils je dirais, de contrôle ou des outils au service de l'administration, de la gestion de la santé en général, mais pas forcément des pathologies. Et donc, il y a peut-être une petite défiance des soignants à voir arriver des nouveaux dispositifs, parce qu'on se demande toujours quelle va être l'idée derrière de l'administration. Donc ça, il faudrait le lever. Et ensuite, il faut lever des choses du quotidien qui, pour l'instant, ne sont pas réglées. Donc, par exemple, l'outil dont parlait mon voisin, voilà, c'est exactement par ces outils, finalement, qui sont presque simplistes. Si vous voulez avoir un rendez-vous avec le plus grand spécialiste de telle pathologie, ben vous avez un accès simple par une plateforme simple, parce que sinon, on le sait, on y a passé des journées au téléphone, à jamais tomber sur la même personne, si par hasard ça répond. Donc, je crois que voilà, il faut passer par des outils simples, pratiques du quotidien, et que les élus des territoires s'emparent des problématiques et viennent au soutien de l'ARS pour identifier les problèmes, mais rapidement, pas faire des diagnostics qui durent des années, des diagnostics rapides, qu'on analyse vite, et on trouve une solution rapide, efficace, que les soignants peuvent utiliser. Et de là, on embarquera facilement les patients. Si on prend, pour finir, le dispositif RI2S, il s'agit de placer des capteurs au domicile de patients pour détecter, on va dire, s'ils ont des modifications de leur mode de vie qui fait qu'on détecte de la fragilité. Évidemment, il faut trouver des patients qui acceptent qu'on place des capteurs chez eux. Si on avait des soignants convaincus que le dispositif allait marcher, on aurait beaucoup plus de facilité à convaincre son propre patient de mettre en place ce dispositif à domicile. Donc, voilà pourquoi il faut absolument que les soignants se sentent aidés, se sentent soutenus. En tout cas, c'est ce que je m'emploie à faire en ayant la double casquette. On voit bien le lien et d'ailleurs on peut se féliciter parce que l'université l'e-santé accueille de plus en plus d'élus parmi les inscrits et c'était très difficile il y a quelques années d'attirer les élus qui nous voyaient comme une convention scientifique et qui aujourd'hui viennent et comprennent les enjeux. C'est très important qu'ils soient là aussi. Professeur Geneviève, si on fait un peu de prospective, si on parle un peu d'avenir, l'explosion de l'IA, qu'est-ce que ça peut changer en quelques mots sur votre pratique et notamment sur l'aide à cette orientation entre premier et troisième recours? Alors déjà, l'IA, elle est déjà présente en fait dans notre activité, essentiellement dans le tri des 3 milliards de lettres de l'ADN. Ça nous a pas mal aidé et ça permet d'essayer d'industrialiser. On a encore des problèmes humains qui font qu'on n'a pas des délais comme on le souhaiterait. Mais globalement, c'est très, très utile. L'IA, on a démarré un 4e plan maladies rares cette année. L'IA n'est pas au cœur de ce 4e plan, mais il est quand même présent. Et un des outils qu'on pourrait utiliser, enfin en tout cas une des applications pour l'errance diagnostique, ça serait de dire on met un patrouilleur IA dans mon espace santé qui va aller repérer les mots-clés cliniques qui sont versés en permanence dans les courriers
pour dire, là, on est peut-être dans une situation effectivement d'errance diagnostique. Il y a peut-être une personne qui a une maladie rare, il ne le sait pas, son médecin traitant ne le sait pas, et donc d'essayer d'apporter un flag, un warning en disant attention, cette personne-là a peut-être une maladie rare. Puis après, derrière, il faudra quand même l'outil pour dire où est-ce qu'on adresse. Alors, peut-être que l'IA peut, en fonction de l'adresse de la personne, trouver le centre expert le plus proche et dire c'est ce centre expert-là. Il faudra quand même un outil de téléexpertise par la suite pour pouvoir mettre directement en contact le médecin on va dire de recours, le médecin requis, et puis le requérant, les médecins requérants. Donc ça reste quand même une étape absolument indispensable. Mais oui, de toute manière, l'IA elle a fait une irruption dans notre vie de façon assez forte. On l'utilise sans l'utiliser. Et l'IA est assez performante de toute manière pour pouvoir dire à une personne si elle a une maladie rare ou pas, ou voire de dire c'est le diagnostic ça, et puis on ne sait pas que c'est une maladie rare, mais on a le diagnostic de précision. Il y a des personnes, déjà de toute manière avec Google, qui étaient en capacité de pouvoir trouver leur diagnostic et qui venaient à la consultation alors que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas, en disant je crois que j'ai le diagnostic, et ils ont raison. Et l'IA ne peut être qu'un amplificateur de ça. Merci. C'est très bien que vous fassiez aussi le parallèle avec l'usage de mon espace santé. On a eu quelques discussions un peu toniques hier sur le sujet et ça montre à quel point l'effort doit continuer et qu'on voit qu'il y a des ouvertures derrière, au-delà de ce qu'on imaginait de l'usage de mon espace santé. Marie-Christine Lab, vous avez ouvert cette table ronde sur l'équité au cœur des politiques de santé. J'ai envie de vous poser la question des actions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour construire et puis pour maîtriser aussi un numérique qui soit éthique, équitable et en adéquation avec nos valeurs? Alors, je vais rebondir sur pas mal des témoignages parce qu'on le voit, à la fois l'innovation, le numérique est porteur de plein de promesses, mais on voit aussi dans tous les témoignages qu'il y a aussi un certain nombre de fractures, qu'elles soient sociales, générationnelles, territoriales, d'usage aussi, et qu'effectivement, par rapport à toutes ces fractures, il y a un rôle, notamment des pouvoirs publics, d'amener des actions concrètes pour que ce numérique puisse tenir toutes ses promesses. Donc, alors au niveau de l'agence, je vais parler du rôle concret de l'agence. On a plusieurs leviers d'action. Un premier levier d'action vers les usagers, un deuxième vers le soutien aux équipes sur le terrain, et puis un troisième pour qu'effectivement se mettre en place un cadre qui garantisse à la fois l'équité, la sécurité, la solidarité autour du numérique en santé. Donc sur le premier, donc les usagers, les patients, donc il y a des actions concrètes qui sont aujourd'hui menées pour accompagner les patients dans l'usage des solutions numériques. Alors c'est notamment le soutien à toutes les actions de médiation du numérique en santé, d'aller vers. Alors je vais garder l'exemple de mon espace santé. Aujourd'hui, vous le savez, il y a 97% à peu près de la population qui dispose d'un profil Mon Espace Santé, mais il y a une personne sur 3 aujourd'hui qui l'a activé. Donc on voit bien que la solution, elle existe bien, que le service, c'est un service public, mis à disposition par les pouvoirs publics, mais que derrière, il y a toute la question de l'usage et de l'accompagnement des usagers. Donc là-dessus, notamment, alors je vais citer le GRADE, et sa directrice est présente dans la salle, mais il y a des actions importantes qui sont faites, notamment avec un réseau d'ambassadeurs qui est coordonné par le GRADE Occitanie et qui mène des actions d'aller vers, alors à la fois en proximité et en lien avec les conseillers France Service, mais aussi dans les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux pour que les usagers prennent réellement en main leur espace, leur profil, Mon Espace Santé. Donc ça, premier type d'action qui est vraiment l'accompagnement des usagers pour leur permettre de devenir ces acteurs de leur santé, de se saisir de ces services numériques et qui ne soient pas simplement l'apanage des quelques ou de la minorité qui est à l'aise avec la technologie, mais qui soit réellement un droit pour tous.
Deuxième action ou deuxième levier d'action concret, et ça a été dit aussi, il est important qu'il y ait des ambassadeurs vers ces patients, et les meilleurs ambassadeurs sont les professionnels qui les prennent en charge. Donc il y a un deuxième pan d'action qui est les actions qui se dirigent vers les équipes terrain, le soutien aux équipes terrain, ceux qui prennent en charge les patients ou qui déploient des solutions. Alors là, le levier de l'ARS, il y a deux types de leviers. Il y a un levier qui est un peu indirect, qui est le fait qu'on fasse la promotion, l'animation de l'ensemble des programmes nationaux. Alors les programmes autour des tiers-lieux ont été cités. Il y a aussi des programmes de formation, notamment dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique sur la mise en place de formation dite compétences et métiers d'avenir. Donc il y a ce soutien un peu indirect de l'agence pour essayer que l'ensemble du territoire régional soit couvert. Il y a aussi des actions beaucoup plus directes, soit vers les différents porteurs de projets. Alors, on a abordé le projet maladies rares et de téléexpertise tout à l'heure. Il y a d'autres types alors c'est souvent du soutien financier à ce moment-là, qui est celui de l'agence. Je vais prendre un deuxième exemple pour boucler sur mon exemple de la téléconsultation et des publics prioritaires. Aujourd'hui, par exemple, l'agence finance le GRAD pour que le GRAD mette à disposition des établissements de santé qui prennent en charge, dans le cadre de téléconsultation, des publics vulnérables, personnes âgées, personnes en situation de handicap, détenus. Donc l'agence finance le GRAD pour que le GRAD porte de façon gratuite pour les structures la solution numérique. Voilà, ce sont ces exemples-là qui permettent de montrer de quelle façon l'ARS, puis plus largement les pouvoirs publics, peuvent venir guider le développement du numérique pour qu'ils viennent répondre à des priorités de santé publique. Donc ça, c'était le deuxième levier. Le troisième levier qui est de garantir un cadre qui soit équitable, éthique, sécurisé. Donc là, souvent avec des actions directes. Alors, elles sont souvent financières, les actions de l'agence quand même. Donc là, de soutien direct aux établissements, notamment pour qu'ils viennent s'équiper et que donc ils permettent, d'un point de vue numérique, des conditions de prise en charge équitables sur l'ensemble du territoire, mais également sécurisées, puisqu'on intervient assez fortement pour venir permettre cette sécurisation du système de santé. Et j'aborde pas là, alors ça a été abordé tout à l'heure, puisque c'est pas parmi les compétences de l'agence, mais toutefois les compétences des collectivités, tout le pan de l'aménagement numérique du territoire, qui est bien évidemment un des leviers essentiels à ce que le numérique puisse servir tout le monde de façon équitable sur l'ensemble du territoire. Et donc on a ouvert le débat sur équité, égalité, équité, et on le termine entre équité et justice sociale. Guillaume de Duras, je vais vous proposer de conclure cet échange, puisqu'on est dans les locaux d'une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs ISIS, qui prépare les ingénieurs qui construiront les solutions de demain. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les alerter, les orienter vers des solutions qui peuvent changer les choses? C'est quoi le message pour ces jeunes qui demain seront à la construction des solutions? D'abord, ils nous écoutent et ça, c'est très, très bonne chose. Ensuite, de ce que j'ai compris de votre programme, c'est que vous avez quand même une compréhension de l'univers global de la santé et donc peut-être des politiques de santé, sans doute dans des modules. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que, ça c'est à niveau général, c'est que les incitations financières qui sont faites pour des médecins, pour se connecter, pour s'équiper, ça ne suffit pas forcément. Il faut donner envie. Il faut donner envie. Et puis, donner envie d'utiliser les outils. Les universités des arts médicaux, c'est une association loi 1901, nous sommes bénévoles, on a des vies à côté, et donc les gens qui étaient venus, qui sont venus dans ces éditions, il y avait des associations de patients, beaucoup, parce qu'il y avait aussi et des startups qui étaient intéressées par le développement de leurs applications. Des associations de patients, parce qu'on était aussi sur cette chance, parce qu'on travaille au quotidien sur d'autres sujets, qui sont des communautés de patients en ligne.
Et comme vous avez une errance, vous avez des délais pour les rendez-vous, vous avez des délais pour d'autres choses, vous avez des gens qui, la nuit ou le week-end, ont besoin de s'exprimer. Et donc, c'est aussi une chance d'avoir ces communautés de patients dans la mesure où elles sont modérées. Elles sont, voilà. Donc, il y a vraiment un besoin. Alors, les ingénieurs, il faut faire des choses qui sont simples. Si vous avez choisi le domaine de la santé, c'est évidemment pas pour faire de gaming. Mais il ne faut pas s'empêcher de faire des choses qui soient agréables. Pourquoi est-ce que des applications concurrentes, mais presque, de mon espace santé obtiennent un succès facile, alors que c'est vrai que je suis censé promouvoir mon espace santé, mais c'est vrai que si je me connecte rapidement dessus, si je clique trop vite, je vais cliquer sur me désinscrire, qui est plus facile l'option opt-out que marquer me connecter, et j'ai déjà mon espace santé. Il y a des choses il faut donner envie d'utiliser les applications. Il faut que ce soit simple. Vous pouvez avoir quelque chose qui soit extrêmement compliqué derrière, et ça c'est normal parce qu'il faut intégrer un certain nombre de données, mais l'interface doit être agréable. C'est en donnant envie qu'on va faire en sorte que les professionnels de santé vont l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, moi, je me bats avec mon médecin traitant qui s'est engueulé avec l'assurance maladie, donc ne veut pas utiliser mon espace santé, médecin spécialiste qui a pas Internet, là où elle est, enfin bon, voilà, qui peut pas. Donc, en fait, il faut vraiment, il faut arrêter de donner de l'argent. On n'a plus d'argent, donc il faut arrêter de donner de l'argent pour des trucs parce qu'on ne sait même pas si c'est utilisé. Donnons envie d'utiliser des choses qui soient, j'aime pas le truc récréatif dont on parlait du terme hier, mais des choses voilà, c'est un outil aussi simple que Instagram ou Snapchat. C'est une très bonne conclusion de dire donnons envie. C'est pas. Mais c'est donner envie, parce que c'est aussi pour les professionnels de santé. Oui, et quand je vois tout ce que nous explique le professeur Geneviève, je pense à la formation continue des médecins. Comment est-ce qu'un médecin qui s'est installé par, je sais pas, ce que vous voulez, dans des zones qui ne sont pas forcément les zones les plus faciles, les plus accessibles, va être au courant de tout le développement qui va se faire et va être au courant, si ce n'est pas sur un truc qui soit facile, avec une bande passante qui soit plus légère que celle de la fibre en plein milieu d'un centre-ville. Merci à tous, merci à toutes, merci pour ce débat. À très bientôt.